Bonjour tout le monde, bienvenue dans Architectonique, et pour ce second épisode, on va parler de... Euh... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Tu vas comprendre. Mais c'est pas bientôt fini avec ton bout de papier. Oh, pardon. C'est que l'architecte dont on va parler aujourd'hui est une des nombreuses personnalités qui est passée dans les Simpsons, ce que je trouve assez cool à la base. Ah oui, les Simpsons, oui. Et pour commencer, replaçons le contexte. La ville où s'implante le projet est Bilbao, en Espagne. C'est une ville portuaire, avec une activité en déclin, avec des chantiers navals qui se ferment les uns après les autres, et... ouais, bof quoi. Et l'intérêt d'un tel projet, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, c'est de faire rayonner la ville, c'est que les monuments architecturaux soient un endroit de... un symbole pour la ville, c'est ça, un symbole. Le Guggenheim de Frank Gehry, ou Guggenheim de Bilbao, c'est plus commun comme nom, est un musée d'art moderne et contemporain, qui a été commandé par la Fondation Guggenheim en 1991, à l'époque dirigée par Thomas Krenz, et qui fut inauguré en 1997. La Fondation Guggenheim a déjà plusieurs musées dans le monde. J'ai comme un sentiment de déjà-vu. Et ce dernier s'implante sur une friche industrielle, flanquée d'un pont, en plein cœur de ville, au milieu d'un centre culturel, un triangle culturel, formé d'un opéra, d'un musée et d'une université. Mais laissez-moi vous décrire le bâtiment. Il est d'un style caractéristique de Gehry, chaotique, abstrait, déconstructiviste des formes et des masses. Le côté sud est davantage anguleux, il s'aligne sur la ville, rappelle son aspect par des ouvertures de formes et de dimensions traditionnelles. Quant à la partie nord, c'est la fête. Non, plus sérieusement, le bâtiment est face à l'eau, et il reprend un certain caractère de l'eau, il est fluide, il est plus... liquide. Il prend presque la forme d'un poisson. Le bâtiment s'affirme à lui tout seul. Vous imaginez seulement ce que ça donne pendant les visites ? Eh bien, mesdames et messieurs, nous rentrons dans une des galeries du projet. Admirez un peu le travail de l'architecte. Excusez-moi, qu'est-ce que c'est ce qui est accroché juste là au mur ? Ah ça ouais. C'est un graffiti. Il y a Jean-Louis qui ne devrait pas tarder à l'effacer. Ici, c'est l'architecture qu'on expose, par des volumes tendus, opposés, tordus, et ce sur quand même 25 000 m². Le Learning Center, t'es où ? T'es allé te cacher ? Le musée et son entrée est plus bas que le niveau de la ville. On y accède par un escalier, et ça rappelle un petit peu la ligne de flottaison d'un bateau qui est plus haute que sa quille. Les voitures. Un plaisir depuis 1709. En fait, j'en sais rien. Le sas franchi, on entre sur une place publique, un atrium qui fait le lien avec toutes les parties du programme. Je trouve personnellement que cet espace s'apparente à l'espace des cathédrales du XIIIe, XIVe siècle et à l'utilité et l'usage qu'on leur donnait. De part et d'autre de l'atrium, une fois qu'on est rentré, on retrouve sous des écailles de verre toutes les circulations verticales, ascenseurs, escaliers, permettant d'accéder au niveau supérieur. Et ce complet méli-mélo réussit à rassembler un programme rationnel avec une forme totalement déconstruite. Et on y trouve un magasin, une cafétéria, un auditorium, l'administration, 20 galeries sur 3 niveaux, dont une permettant d'accueillir des œuvres monumentales d'une dizaine, vingtaine de mètres de long. Oui, c'est grand. Et c'est tout. Je te surveille. Et tout cela est organisé de façon concentrique autour de l'atrium. Au passage, l'architecte Frank Gehry ne manque pas de citer son homologue de New York, Frank Lloyd Wright, par les coursives qui reprennent à peu près la même forme que le Guggenheim de New York. Ces mêmes coursives qui permettent une promenade alternée entre ville et culture, entre ville et œuvre d'art. Vous n'êtes pas sans savoir qu'un musée sans éclairage, c'est compliqué à vivre. Donc l'éclairage a bien évidemment été pensé. D'un côté, une façon de penser l'éclairage naturel, de l'autre, l'éclairage artificiel. L'éclairage naturel a comme problème qu'il détériore les œuvres avec le temps, et qu'il faut le contrôler très finement pour qu'il n'y ait surtout aucune œuvre sous la lumière directe du jour. Vous vous doutez bien qu'un bâtiment sans structure, c'est un petit peu complexe. D'ailleurs là, la structure, elle est complexe. On va pas la détailler, non.
Elle a été modélisée par le logiciel CATIA de Dassault Systèmes. Oui, le même qui sert à faire les rafales. Donc ce que tu es en train de dire, c'est que le bâtiment est modélisé avec un logiciel avec lequel on construit des avions. C'est rassurant. Oui, et c'est avec ce logiciel qu'on calcule chacune des poutres, qu'on sait comment les découper et les assembler, et qu'on connaît leur forme. J'ai quand même essayé d'expliquer la structure dans les grandes lignes, vraiment très gros. Ça va paraître simple, mais ça l'est pas du tout. C'est une armature en acier où chaque poutre, chaque poteau, assemblé, forme une grille, un réseau. Le tout repose sur un socle de pierre, et on revêt l'armature de plaques de métal. Mais stoppons tout de suite les commodités d'usage, et attaquons-nous à la partie fun du projet. Les voitures. Il faut savoir que par rapport à un niveau 0, le palier le plus haut dans le projet se trouve à 26 mètres. Quand le point culminant se trouve à 53 mètres tout de même. Ce qui veut dire qu'il est possible, à la manière d'un Godzilla, d'arracher la partie supérieure du projet sans toucher ne serait-ce qu'à une seule toile. Bon, après ça donne de l'amplitude et des beaux espaces. C'est toujours cool d'être généreux au niveau de la hauteur. Puis de toute façon, c'est guéri, c'est n'importe quoi. Mais c'est ça qui est excellent. Autre fait assez drôle, les plaques de métal dont je parlais avant, c'est pas juste de l'inox ou un métal un peu plus précieux, cuivre, bronze. Non, c'est du titane. Un des métaux les plus chers qu'on utiliserait pour une construction. Le Rolex Learning Center. Eh oh. Alors ce qui s'est passé pendant la construction, c'est que de manière totalement mystérieuse, mystique, le cours du titane est passé sous le cours de l'acier inoxydable qui est utilisé d'habitude par Guéry dans ses bâtiments. Ça ne s'est jamais reproduit, et l'architecte a pu utiliser un métal hors de prix pour couvrir une surface monstrueuse, mais ça a eu des bons côtés. La lumière de Bilbao est très particulière. Guéry disait que sur l'acier inoxydable, ça rendait rien, le métal était morne, la lumière était fade, sans goût. La lumière peut avoir un goût. Le titane, lui, évoluera dans le temps pour donner des teintes gris colorées au bâtiment, et un peu renforcer l'idée d'un poisson qui se déplacerait dans l'eau, avec des teintes, des reflets. Enfin, pour finir, c'est un véritable projet urbain. Quand on va au bout du bâtiment, on trouve une place positionnée sur le chemin de fer qui permet de relier deux côtés du chemin de fer. D'un autre côté, on a une tour qui passe au-delà du pont flanqué à côté du terrain et qui permet de créer une boucle, une promenade autour du projet. La tour dont je viens de parler est une tour à structure creuse qui se veut le symbole d'une ville en mouvement, de la voile qui met en mouvement la ville. Et les répercussions de l'architecture qu'on nommera dorénavant effet Guggenheim ont réussi à transformer la ville par l'union d'une association culturelle, d'une volonté politique et d'une architecture déchaînée. C'est un décor théâtral, grandiose, sublime, superbe que construit Frank Gehry. Un décor qui met en scène la vie des passants, des touristes, des habitants. Ainsi, les architectes participent à un équilibre global, à une osmose des architectures et une pensée, un sentiment de lieu pensé par l'homme pour l'homme. Enfin, je terminerai en disant que les hommes ébauchent l'architecture, que l'architecture planifie la vie et que la vie construit l'homme. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé l'épisode jusqu'ici. C'est quelque chose tout de même. Ça me fait plaisir. Vraiment. Comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu. Le second épisode de la chaîne architectonique est maintenant terminé. La technique s'améliore doucement. Je crois que ça va mieux. J'ai un nouveau micro, donc le son devrait être plus intelligible et on devrait moins avoir l'impression que je chuchote à côté de la caméra comme ça. En tout cas, merci et à très vite. Et n'oubliez pas, Gehry c'est n'importe quoi. Mais c'est ça qui est excellent.